Voilà, on va faire donc des halakhot concernant la parashat Korach. Et comme par hasard, on va faire des halakhot sur la mezouza, puisque c'était l'argument de Korach. Pour se moquer, il a dit si une maison est remplie de sifrei Torah, est-ce qu'il y a besoin de mettre une mezouza à la porte? Oui. Et Moshe Rabbeinu lui a dit oui. On va voir quelques halakhot pour vous rafraîchir la mémoire en ce qui concerne la mezouza. Alors, Aleph, truc classique, il faut faire attention quand vous achetez des mezouzot de choisir un bon réseau de mezouzot, de peur qu'il y ait par exemple des vendeurs qui vendent des mezouzot écrites le Shabbat ou écrites par des goïms ou écrites dans des conditions. Donc il faut être sûr du tout le réseau d'où c'est parti, quoi. Tout est parti. Pardon, oui, il y a des goïms qui écrivent, des mechalelei Shabbat qui écrivent, etc. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est calmé l'histoire, mais c'est pas vrai. Il y a plein d'endroits où on n'est pas tranquille. Donc ça, c'est déjà la base. Maintenant, une autre base, il y a un principe que ramène le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, il amène dans son livre un principe qu'il faut apprendre par cœur, que ce qui est kasher pour un juif ne peut pas être pasoul pour un autre. Comme ça, il emmène un klal. Ce qui est kasher, ce qui est kasher pour un juif ne peut pas être pasoul pour un autre. Et donc, si vous voulez une mezouza Arizal, et on s'est trompé, ou alors vous avez en cadeau une mezouza Séfarad, ou une mezouza Bet Yosef, Ashkenaz. Vous avez donc plusieurs options. Alors, les khatrila, bechavot, les khatrila, a priori, il vaut mieux acheter une mezouza qui vous correspond à vous, ce que vous voulez vous comme minag. Mais si vous n'avez pas cette mezouza, et vous avez une très belle, mais dans un autre style, cela n'a aucune importance. Ça s'appelle mezouza kshera. Et pas comme certains fanatiques du monde moderne qui veulent absolument la mezouza de leur... En plus, la plupart, c'est des... Moi, je dis qu'il y a 90% du Ham Israël, c'est des balais de Tchouva, donc ils ne viennent pas me la raconter, d'accord? C'est des balais de Tchouva, la plupart. C'est des gens qui n'étaient pas vraiment religieux avant. Ils se sont renforcés, ou carrément... ils respectaient même pas le Shabbat, sans le savoir d'ailleurs. Des fois, ils ne savaient pas. Ou ils avaient la télé allumée. Donc, tous ces gens-là, d'après la halakha, ils ont un din de Baalei Teshuvah. Bon, les Baalei Teshuvah, c'est comme les convertis. Ils ont le droit de faire le mina qu'ils veulent. Ils n'ont pas d'obligation de ce qu'on appelle Altitosh, Torah Timecha, n'abandonne pas la Torah de ta mère. C'est le rôle des gens, qu'on le veuille ou non. Les gens, ils vous font leur cinéma comme s'ils étaient dans la maison depuis Doré Doroth, mais à la Rove, quand vous grattez bien, vous vous rendez compte que il n'y a pas si longtemps que ça, ils ne connaissaient même pas tel et tel comportement de la Torah, quoi. Donc,
Aleph, la plupart des gens, ils n'ont pas à faire les malins parce qu'ils sont en vérité des balais de Tchouva. Les bêtes, même s'ils ne sont pas des balais de Tchouva, qui veulent une tradition bien précise, s'ils ne peuvent pas l'avoir comme ils veulent, eh bien, ils sont quand même quittes avec une mezouza dans notre style. D'accord? Ce qui est important, c'est la valeur de la mezouza. C'est une belle écriture ou pas. C'est ça qui compte surtout. Pareil pour un Sefer Torah d'ailleurs. Il vaut mieux un beau Sefer Torah d'une écriture particulière qu'un médiocre de l'écriture que vous voulez vous. Vous avez compris? Donc il faut faire attention à ça. Ça c'est la base. J'ai une question. Oui, je préfère pas de questions tant qu'il n'y a pas plus de renseignements. Deuxièmement, quand on a une maison, on doit mettre des mezuzot à chaque porte de la maison. Pas comme les gens y croyaient avant, comme le Shulchan Aruch dit Baït, alors les gens y croyaient que Baït c'est toute la maison. Non, Baït c'est une pièce de 4 sur 4. Ça s'appelle Baït. Une pièce de 4 mètres carrés, grande, de 2 mètres sur 2 mètres, c'est-à-dire de Arba Amot à Arba Amot, ça s'appelle 2 mètres sur 2 mètres, ça fait 4 mètres carrés. Elle est chayevet de mezouza, c'est une pièce. Même un comment on dit ça? Un kajibi, voilà, un kajibi, qu'on appelle en hébreu un marsan, un marsan ou un martef. Si on passe là-bas, on peut y rentrer. C'est très grand et c'est propre. Et des fois, on fait des travaux dedans, où on repasse du linge, ce que je sais quoi. Ça s'appelle une pièce. C'est pas dispensé de mezouza sous prétexte qu'on ne dort pas dedans. D'accord? Troisièmement, est dispensé de mezouza, quoi donc? Tous les endroits qui ne sont pas honorables. Une écurie, si vous avez un endroit où vous mettez des bêtes, une étable, où il y a des vaches, ou les poulaillers, ou les toilettes, ou la salle de bain, ou un bain, où il y a la baignoire dedans, ou un endroit où on se déshabille dedans, ça s'appelle un endroit pas honorable, et donc on ne met pas de mezouza. C'est pas qu'on peut ne pas en mettre, on ne doit pas en mettre. C'est un endroit qui n'est pas de kavod. Quatrième principe, il faut que la mezouza, et ça va attaquer la plupart des Lubavitch qui m'entendent, la mezouza doit être à l'entrée à droite de la pièce où on rentre. De la pièce. À l'entrée à droite. Alors, il y a une histoire qui a fait beaucoup couler d'encre et qui amène à des énormités. C'est ce qu'on appelle le Ekeratzir. La définition, le moyen de reconnaissance des gonds. Comment la porte s'ouvre. On estime que je mets la mezouza à droite quand j'ouvre la porte vers l'intérieur. C'est comme ça que je définis. D'accord? Vous suivez? J'ouvre une porte. Les gonds sont à droite. J'ouvre comme ça. Même si les gonds sont à gauche, à partir du moment où j'ouvre, je pousse la porte pour entrer. Je pousse la porte pour entrer, c'est ce qu'on appelle la droite, où il faut mettre la mezouza. Maintenant, la porte d'entrée de la maison, ça n'a aucune importance. Que vous l'ouvriez comme ça ou comme ça, vous mettez toujours à droite en entrant. Mais si vous rentrez dans une pièce, alors on te dit,
il faut mettre dans la pièce fondamentale, la pièce importante. Par exemple, moi ici, j'ai décidé de mettre la mezouza là, parce que j'estime que quand tu viens de là-bas, tu rentres dans cette deuxième pièce. Donc j'ai mis la mezouza à droite. Et par contre, quand je sors de la salle des femmes, j'estime que je sors de la salle des femmes pour entrer dans le Beth Midrash. Donc j'ai mis à droite. Donc on va toujours d'après la pièce principale. Maintenant, si les deux pièces sont... Il y en a une qui n'a pas la dimension et l'autre qui l'a, ben c'est évident que je mettrai à la droite de celle qui a la dimension. D'accord? Donc qu'est-ce qu'ils font les Lubavitch? Ils sont très rigolos. Ils vous mettent à droite du Ekeratir, parce que Rachid dit le Ekeratir, enfin la Gemara dit Ekeratir, d'après les gonds. Donc ils vous mettent, j'ouvre à droite. Mais il y a des endroits, il y avait les Ochaya par exemple, ou ici la synagogue de Rav Hirkus, Or Menachem, d'accord? Comme la porte, c'est rigolo, vous avez un très beau Beth Midrash avec des vitraux, etc. Et vous avez, avant d'aller là-bas, il y a les toilettes qui sentent mauvais, avec les robinets qui coulent. Et eux, ils ont mis la mezouza à droite quand vous allez vers les toilettes. Et quel est l'argument complètement stupide? C'est de dire, la porte s'ouvre comme ça, j'ouvre la porte en sortant du Beth Midrash, j'ouvre la porte vers les toilettes, donc je mets à droite, en sortant. Parce que quand vous rentrez, vous êtes choqué. Vous dites, je rentre dans la synagogue, j'attends de voir la mezouza à droite. Non, elle est à gauche. C'est-à-dire que, sous prétexte qu'il y a le Eker à Tzir, on dit, c'est évident que les toilettes qui puent et on met les poussettes, c'est certainement plus important que le grand Beth Midrash où on prie et on étudie. Et oui, pareil à Ochaya, c'était comme ça, Ochaya, avant qu'il ferme. La porte, elle donnait sur l'escalier. Ça veut dire, la pièce où les jeunes filles étudiaient, mangeaient, dormaient, c'était pas important. Ce qui était important, c'est l'escalier. Pourquoi? Parce que ça s'ouvrait comme ça. Alors, ils n'ont pas compris une chose, les gens, que Dieu les bénisse et les soigne de leur ignorance. C'est qu'il y a, par-delà le côté d'importance de pièce, il y a un côté fondamental, c'est la sécurité. La sécurité. Si tu mets la mezouza, si tu mets la porte, d'accord, et qu'il y a un incendie que tu préserves, il faut vite que les gens puissent sortir. Donc le Kablan, le constructeur, il n'est pas fou. Il met la mezouza, il met la porte en fonction de l'évacuation la plus rapide. Donc quand vous allez à Omenachem, si que Dieu préserve, il y a du feu dans la choule, les gens ils se précipitent pour sortir. Donc c'est normal qu'ils ouvrent comme ça. Alors que si vous êtes obligé d'ouvrir vers vous la porte, imaginez-vous la panique quand il y a 100 personnes qui veulent sortir en vitesse. Pareil pour les filles, c'était comme ça. Ils ont mis la porte en fonction de l'escalier, dans le cas où, que Dieu préserve, il y a un feu, que les filles puissent se sauver dans l'escalier en ouvrant la porte, pas en tirant vers elles. Ça, c'est ce qu'on appelle des raisons betichutiyot, raisons de sécurité. Et à ce moment-là, on ne va pas du tout d'après le Eker Hatzir. Parce que c'est évident que je vais dans le Eker Hatzir, sinon je vois deux pièces identiques, et l'une, elle s'ouvre comme ça, alors je dis, on veut que ce soit celle-là la plus importante. Salon, salle à manger, je ne sais pas quoi choisir. Qu'est-ce qui est la plus importante, salon ou salle à manger? Je dis, là où quand j'ouvre vers la droite, c'est là la plus importante. Et c'est ça qu'il faut voir. Vous avez compris? Et ça, il faut le faire savoir autour de vous. Alors, tout le monde dit, c'est pas un Lubavitch, il raconte n'importe quoi. Soyez gentils, il y a quand même une logique élémentaire que tu ne peux pas considérer que c'est le couloir et les toilettes qui sont la pièce principale. Slicha.
D'accord? Et même, je vous dirais même un scoop. Chez le rabbi, ils ont trafiqué les mezuzot pour changer. Ouais, ils ont changé la place, ils ont peint pour pas qu'on voit. Parce qu'ils avaient changé la truc. Quelle est la principale pièce? Donc, cette question-là, elle n'est pas du tout que... on perd la logique. Il y a plus, aujourd'hui, la logique, c'est un drame d'être logique. Si vous êtes logique, on vous prend pour un fou. Donc, il faut quand même rester les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Quatrième point, les séfarades, ils mettent la mezouza droite. Les autres la penchent. Nous, ça vient de la comparaison avec le Sefer Torah. Les séfarades, ils avaient depuis tout le temps, comme au temps de la Gemara, des sifrei Torah dans des boîtes. Des grosses boîtes en métal ou en fonte. D'accord? Pourquoi? À cause des rats. Comme à l'époque, les bestioles mangeaient le parchemin, alors au temps de la Mishnah, la Gemara, etc., on avait pris l'habitude de mettre les sifrei Torah dans des boîtes fermées pour pas que les souris et les rats les mangent. Donc les séfarades, ils ont continué cette coutume de l'Antiquité. Dans les pays ashkénazes, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'il y avait moins de rats, moins de souris, ou alors ils avaient des armoires plus blindées. Ils ont enlevé la boîte parce qu'elle est lourde et ils ont mis à la place le manteau, quoi, ce qu'on appelle le meil. Donc ça change tout, parce que quand vous lisez, si vous lisez dans un Sefer Torah séfarade, il sera droit, il sera debout. Alors que quand vous lisez dans un Sefer Torah européen, Ashkenaz ou Chassid, il sera couché, parce qu'il ne peut pas tenir debout, puisqu'il est sur des barres. D'accord? Donc, la mezouza, c'est la même chose. Les séfarades, ils disent, comme on lit le Sefer Torah droit, alors on en met la mezouza droite. Les Ashkenazim disent, non, on doit mettre la mezouza, comme on lit le Sefer Torah couché, on doit mettre la mezouza couchée. Mais les Tosfot, ils disent, oui, mais couché, c'est pas beau. Alors on fait une espèce de compromis entre le droit et le couché. Mais en fait, ça n'a aucune importance, encore une fois. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la place, vous voulez la mettre un peu couchée, mais il n'y a pas la place. La porte, elle fait juste ça. Alors vous la mettez droite. Et si vous êtes tombé sur une mezouza couchée, eh ben c'est pas grave. C'est jamais un problème. Ce qui est un problème, c'est la hauteur. Ça, c'est un problème. Il ne faut pas qu'elle soit trop haute vis-à-vis du linteau, et il ne faut pas qu'elle soit trop basse. Il faut qu'elle soit dans le tiers supérieur. Alors, il y en a qui font attention à le mettre dans le début du tiers, et d'autres qui disent, bon, c'est pas grave. Un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Donc, tout ça, c'est pas gênant. Elle doit être penchée vers l'intérieur, si elle est penchée, c'est ça, penchée. Ah oui, vers l'intérieur, bien évidemment. Il y en a qui se gourent. Il y a des magasins, vous voyez, ils en amènent ça, qui la mettent droite, et c'est tout. Dis-moi, c'est pour. En plus, vous avez ce cas-là, et ça, je l'ai relevé dans beaucoup de magasins, là, et ils m'ont écouté en plus. Je leur ai expliqué que ce qui compte, c'est pas là. Vous avez une porte en verre. Une vitrine ou une porte en verre. Alors les gens, ils mettent au bout, là où il y a la pierre. Oui. Mais en fait, c'est faux. Il faut mettre là où la porte s'ouvre. Parce que le reste du verre, c'est pas la porte, c'est un mur déjà. Donc il ne faut pas dire, ah, je mets vers le mur. Et non, il faut mettre là où il y a la porte. Là où il y a l'encadrement, c'est là qu'il faut mettre la mezouza. Et j'en ai parlé à beaucoup de magasins là. Ben, ils m'ont écouté, hein. Ils m'ont écouté vite d'ailleurs, parce que le lendemain, je suis passé, c'était déjà... Ils avaient changé. Je leur ai expliqué, c'est pas... Et dans les hôtels aussi, je fais la guerre dans les hôtels. Quand il y a des mariages et machin. Je dis au mashguer, dis-moi, à part la viande, tu t'occupes un peu de mes autres? Il m'a dit non, pas du tout. Bah, je lui ai dit, ta maison, elle est bidon. Elle est sur le mur. Quand je rentre dans la maison, elle doit être sur la porte, sur la mezouza
c'est-à-dire les montants. Le montant, non pas le mashkov. Mashkov c'est le linteau. Mashkov c'est l'horizontal et les deux mezuzot c'est les montants. C'est montant. Non, le mashkov c'est rien que le haut, le linteau. Mais qu'il je dois mettre la mezouza dans les 10 cm qui sont à côté du montant de droite quand j'ouvre la porte. Et dans les salles de mariage et les hôtels et tout. Alors c'est à tir d'arigot le n'importe quoi. Hein. Alors j'ai dit, mais il n'y a pas eu des rabbinim qui sont passés 1000 fois à faire des roupotes et être invités, ils n'ont jamais fait les gens ils s'en fichent. C'est grave, parce que c'est un endroit chayav de mezouza. Donc il faut qu'elle soit bien mise. Alors, la question se pose dans les hôpitaux et l'armée, par exemple. Dans les hôpitaux et l'armée. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il y avait des soldats qui lui ont dit dans l'armée, les mezuzot, elles sont des fois bidons, quoi. C'est des mezuzot un peu confetti, quoi. Alors il avait donné un psaque, connu, quoi, qu'un endroit où on est par force, ce n'est pas chayav de mezouza. C'est-à-dire ni une prison, ni un hôpital, ni une base militaire. Ah, alors pourquoi on fait attention dans les hôpitaux de mettre quand même des mezuzot kshérot aux portes? Parce que c'est vrai que les premiers jours, la personne, elle va malgré elle, pour se faire opérer ou se faire soigner, mais après, elle dit, je préfère rester quand même, je préfère rester à l'hôpital pour quelques jours. Je ne veux pas rentrer trop tôt chez moi. Alors là, donc tu veux rester. Donc l'hôpital est obligé. Vous avez compris? Si c'était rien, comme une prison, par exemple. Une prison, Migraj Haousim, que Dieu nous préserve. Quelqu'un il est embarqué pour la nuit ou 2 jours au Migraj Haousim. C'est évident qu'il n'a pas envie d'y être. Donc c'est aucune importance qu'il y ait une mezouza ou pas là-bas, parce que c'est un endroit de force. Et l'armée, c'est pareil. À part les gens qui aiment ça, qui veulent être tranquilles de leur femme pendant un mois, donc ils s'inscrivent au Milouim pour un mois, mais les gens normaux, ils n'ont pas envie d'être à l'armée. Alors, ils y sont parce qu'ils sont obligés. Donc, si la maison n'est pas kshira, ce ne serait pas tellement grave. 6e cas de figure, ça peut arriver, vous louez un appartement et vous ne savez pas qui c'est qui va habiter dedans. Alors si c'est évident que ce sont des juifs qui habitent, alors vous êtes obligé de mettre une mezouza. Même s'ils ne sont pas shomer Torah ou mitzvot, mais vous devez faire attention, et ça on rentre dans un problème général, que la mezouza ne soit pas humiliée par des gens qui se promènent en maillot de bain. Une maman, par exemple, qui change son bébé, elle doit faire attention que la mezouza ne soit pas à côté de là où il y a les couches du gosse qui sentent mauvais. Donc il faut fermer la porte. Alors il faut se mettre loin. Chez vous à la maison, par exemple, si vous avez la salle de bain ou les toilettes, quand elles sont ouvertes, on voit la mezouza d'une autre pièce. Eh bien, vous n'avez pas le droit, il faut fermer la porte à chaque fois. Ou alors mettre cacher bien la mezouza. Il y en a qui veulent que la mezouza soit visible, qu'on voit bien le parchemin, le shadaï et tout. Donc on dit, oui, c'est bien gentil ça. Mais si tu as des enfants qui se promènent tout nus, ou alors aujourd'hui, les enfants, même un peu vieux, ils font ce qu'ils veulent. Alors la fille, elle se promène, la mère, elle a le foulard sur la tête, et elle fait attention à des manches couvertes, mais la fille, elle se promène en t-shirt, elle sort de la douche, elle va savoir ce qu'elle fait, la pauvre. On te dit, fais gaffe, il ne faut pas que les mezuzot soient exposés soit à des choses sales, un pot de bébé ou à des couches, soit des comportements pas tsniout.
Et également, si vous mettez votre poubelle, par exemple, vous avez une poubelle dans votre cuisine, il faut éviter que la poubelle soit à côté de la mezouza. Il faut la mettre loin de la mezouza. C'est tout ce qui est metounaf, tout ce qui est dégoûtant. La mezouza, même si elle est bien emballée, on ne doit pas mépriser la mezouza de ça, comme ça. Tout ça, c'est des grandes questions. Il y a un problème qui s'est posé, qui se pose tous les jours. Si il y a un mariage mixte, vous avez un goy et une juive, ou un juif et une goya. Ils sont mariés. D'après la halakha, ils ne sont pas mariés, mais dans la réalité, ils vivent ensemble. Est-ce qu'on doit mettre une mezouza ou pas? Est-ce que vous allez dire, je penche en disant, mais c'est la goya qui habite là, lui il est en plus le bonhomme. Ils habitent ensemble. Ou alors le contraire. Ou alors je vais dire, c'est le juif qui l'emporte. Alors c'est une grande marloquette moderne malheureusement. Il y en a qui disent, si la personne non juive respecte l'endroit, alors il faut mettre une mezouza à cause du juif qu'il y a. Parce que ça racole, même si c'est le goy qui paye les factures, le loyer, la personne, on ne va pas d'après celui qui paye le loyer, on va d'après les gens qui habitent. Donc même si le juif va dire, moi je m'en fous, c'est ma goya qui paye les loyers, donc je suis comme un invité ici, moi. On est en concubinage, peu importe. Si la goya en question, elle est sniout devant les mezuzot, tu dois en mettre. Je dois en mettre. Si c'est pas son problème et que c'est pas respecté, alors effectivement, il y aurait une grande question de d'en mettre ou pas en mettre. D'accord? C'est un problème malheureusement très fréquent. Il y a des gens qui veulent revenir un peu à la Torah, alors ils vont acheter une mezouza et vous devez demander qu'est-ce qui se passe, comment est la maison là-bas. Il ne faut pas dire pas de problème, vous voulez une mezouza, tenez. Il faut dire attendez, vous vivez avec une personne, ou alors maintenant si deux homosexuels ils vivent ensemble, mais aujourd'hui vous êtes marrante, le monde est tellement fou que tous les cas de figure existent. Moi je connais deux homosexuels, mais il va voir que la mezouza soit psoula. Il va voir qu'ils mélangent le lait et la viande. Donc ça veut dire qu'ils font une grande horreur en vivant ensemble, mais vous n'allez pas les empêcher de faire quand même les mitzvot qu'ils veulent faire. Même si d'autres auraient dit c'est pas la peine, il vaut mieux qu'ils fassent rien. Non. Pourquoi? Il vaut mieux qu'ils fassent quelque chose. Non, c'est pas, une avéra ne peut pas déranger une mitzvah et l'inverse. Donc si Dieu préserve, vous entendez une histoire pareille, ben ne dites pas non, moi je leur prends pas une mitzvah, ces gens-là, mais c'est écœurant, c'est dégoûtant. Non, vous direz, si vous ne promenez pas en slip, ben, vous devez mettre la mezouza. C'est normal. Aujourd'hui, on est arrivé à des she'elot ilchatiot que même Moshe Rabbeinu, dans ses cauchemars, il n'aurait pas imaginé. D'accord? Mais c'est des réalités quotidiennes. D'accord? Parce que la mitzvah de mezouza n'a rien à voir avec les autres comportements qu'on a dans la maison. Si des gens ne mangent pas kasher, eh ben, c'est pas pour autant qu'ils ne doivent pas avoir une mezouza kasher à leur porte. Ça n'a rien à voir. Etc. Est-ce que vous avez des questions? Mais quand vous venez, profitez-en, posez-les. Allez-y. Combien de fois on doit vérifier les mezuzah? C'est quoi le nombre de temps où on doit vérifier les mezuzah? D'après la halakha pure, on devrait les vérifier 2 fois en 7 ans. 2 fois en 7 ans, comme Hillel les dit. Le Shulchan Aruch, il dit 2 fois en 7 ans. Mais les rabbinim modernes, ils disent
il y a tellement de problèmes dans les tefilines et dans les mezuzot qu'il vaudrait mieux les vérifier au moins une fois par an. Et le Rav Ben Zion Abba-Shaul, il disait, il y a tellement de malhonnêtes et de problèmes dans les mezuzot qu'il faudrait les vérifier tous les 6 mois. Maintenant, le Rav Ben Tov, si vous avez entendu parler de Rav Ben Tov, celui qui avait dit à Moshe Ben Tov, celui qui avait dit à Netanyahou qui serait le dernier Premier ministre, et lui, il avait le Baba Saleh lui avait donné une shlichut. Une shlichut pour vérifier les mezuzot. C'est une shlichut. Comme il avait un don, il avait un vrai don, de voir dans les mezuzot, il lui avait dit, fais le tour du monde et vérifie les mezuzot des gens. À Paris, quand il est arrivé à Paris, il y avait les frères Zawi, qui avaient la grande chaîne de magasins Ré Marjorie. Ils l'ont invité. Et donc ils avaient loué ils n'avaient pas loué, ils avaient prêté l'entrepôt en bas avec tous les costumes et ils ont donné un bureau à Bentov, et il y avait la queue, il y avait un monde fou. Et que Dieu repose son âme, le Rav Groner, il avait dit du mal. Il avait dit non, il est dangereux, etc. Il s'est passé quelque chose à Londres avec lui, etc. Alors moi, n'ayant jamais confiance en personne, non, c'était à Paris. Quand il est venu à Paris, les gens ils ont téléphoné, les Jules Babi ils ont téléphoné, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il a dit non, c'est pas bien, il y a eu un problème en Angleterre. Et effectivement, il y a eu un problème en Angleterre. Effectivement, il y avait eu 2 personnes qui sont rentrées, et lui, il a dit carrément, il a fait comprendre que la femme trompait le mari. Ouais, et l'autre, il s'est pas dégonflé, comme on dit chez nous, il est rentré chez lui, et il a descendu sa femme. Donc, Groner, il disait que c'était une catastrophe, alors que c'est pas de sa faute. Lui, il voulait lui faire comprendre qu'il devait vérifier ce qu'elle faisait sa femme, et il s'avérait que c'était exact, qu'il faut. C'est ça le problème. Donc moi, n'ayant pas confiance, et je n'aime pas la shonara sur les gens, j'ai dit à ma femme, viens, nous allons le cœur net, nous allons prendre un rendez-vous. Il fallait prendre rendez-vous, il y avait un monde fou. Ouais. Déjà, une chose m'a plu, il n'y avait pas de problème d'argent avec lui. Il y avait un gros truc d'argent. Si tu voulais, tu mettais. Si tu voulais, tu mettais pas. Il n'y avait pas payé à l'avance. Déjà, un bon point. Et deuxièmement, à ma mère, il a dit des choses extraordinaires. Il a dit qu'on avait des idoles à la maison. Et c'est vrai. On avait des idoles. On avait des statues très jolies. Et c'était effectivement des idoles, parce qu'il y avait le visage et tout des personnages. Et moi, j'avais des petits bustes de Napoléon, etc. Mais Kitso, bon, à mes parents, il a dit des trucs exacts. Mais à ma femme et moi, il a dit des trucs hyper exacts. Hyper exacts. Et comme ça, sur le truc, il m'a dit, qu'est-ce que je te dis, toi tu fais la Torah et les mitzvot, je peux rien te dire, ça, des petites choses, quoi, mais des trucs, poule. Il y avait un monsieur qui avait comment on dit ça, une collection de bouteilles de vin, des Rothschild, dans sa cave, et il rentre, il dit ouh là là, qu'est-ce qu'il y a comme vin goy chez toi? Tu as des tonnes de bouteilles de vin goy, tu casses tout en rentrant. Et comment il a su? Comment il a pu savoir? Donc il avait un rouge. Non, c'était pas un roi Kodesh, il voyait dans la mezouza. C'est un don. C'est un don. C'est une prophétie, ça. Non, il voyait, d'après la torsion des lettres et tout. Et attention, il fallait marquer le numéro, la chambre. Ouais, dans quelle pièce? Ah bon? Bah oui, pour que vous sachiez où est le problème.
Moi, par exemple, quand je suis rentré avec ma femme, il me dit, j'ai une très belle mezouza, écrit Shema Israël, il me fait Chine, 3 enfants. Et j'ai eu 3 enfants. Je dis Chine, c'est 3 enfants. Moi, je dis à ma femme, c'est marrant, c'est joli. Chine, Shlocha, c'est comme ça. Hein. Et il y avait Yoram Layani qui a fait son alia il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Lui aussi, il était méfiant, il a voulu voir si c'était vrai ou faux. Et ben, il lui a dit, vous savez, Rav Bentov, vous m'avez dit exactement ce que le rabbi m'a dit en Yechidout. Il a dit, mais la différence, c'est que le rabbi n'a pas besoin de la mezouza. Alors, la différence avec moi, c'est que le rabbi n'a pas besoin de la mezouza. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont été secoués, quoi. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, la mezouza, d'après lui, il expliquait que chaque mezouza, elle absorbe les mitzvot et les averot des gens dans la maison. Et il dit, tu peux avoir une mezouza hyper meuderet, kshera, que tu as payé très cher, par des bêtises que tu racontes, ou les averot que tu fais, les gens qui ont la télé, ou qui se comportent mal dans la maison, ça rend pas saoul la mezouza. Ça la rend pas saoul. Et tu vas dire, tu vas aller vérifier, mais je comprends pas, il m'a escroqué, les lettres sont collées, c'est quoi ça? Mais ben, c'est parce que vous avez obligé les mezuzot à réagir à vous. Vous avez compris? Vérifier un mezouza, il y avait le mot pied qui était effacé, le mot cœur. Voilà, c'est ça. Moi j'avais une anecdote intéressante, si ça vous intéresse, évidemment, mes histoires de grand-mère. Quand j'ai déménagé ici, ils ont fait la peinture et tout, et je me suis retrouvé, je n'avais pas un shekel pour acheter du lait pour ma fille. On était dans la mouise totale. C'est pour ça que ça me fait rire quand mes amis et mes élèves ils me racontaient qu'ils avaient des problèmes par là ça. Je dis, mais moi, ce que j'ai vécu, vous imaginez pas. On n'avait pas un shekel. Ma fille, elle pleurait, elle voulait du lait, j'avais même pas de quoi acheter du lait. Je dis, c'est pas possible, Makara. D'accord? Et alors, et qu'est-ce qui s'était passé? C'est que celui à qui avait acheté la maison, c'était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Karlin Stolin. Karlin Stolin, donc une chassidoute très, très religieuse, très... des fois, j'arrivais chez lui avec des cacahuètes ou des bonbons, j'offrais aux enfants, ils ne mangeaient pas. Ils ne mangeaient rien dehors. Je dis, mais c'est d'un Haredit, j'ai acheté à Géoula. Non, rien. Ils mangeaient que ce qu'ils faisaient à la maison. Il y avait un mariage, ils cuisinaient tout eux-mêmes. Donc des gens très très religieux. Très bonne famille. Donc quand ils sont partis, pour la petite histoire, le rabbi avait lancé la campagne d'aider les gens qui achetaient une maison ou qui construisaient. Vous vous rappelez de ça? C'était avec à l'époque de David Lévy, là, ministre de l'Habitat. Et moi, quand j'ai quitté Guillot, j'ai reçu un chèque de $100. Un chèque de $100 que mon voisin avait trouvé dans la poubelle d'ailleurs. Je vous dis, j'ai une providence. Je quitte Guillot le lundi soir. J'arrive à rue Pinès le mardi matin et je trouve une lettre du rabbi le mardi matin dans la boîte aux lettres de la rue Pinès et la veille dans la boîte aux lettres, $100 dans la boîte aux lettres de Guillot. Faut le faire, non? C'est du suivi du FBI. Donc je prends le chèque de $100. À Bassov, il y avait écrit Chaya Berkovitch. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que ça vient foutre, Chaya Berkovitch, à Guillot, à côté de la poubelle? La voisine, la petite copine de ma fille, elle dit, tiens, ça doit être à vous, c'est le rabbi. Et j'ouvre le lettre, c'était un chèque de $100, Chaya Berkovitch. Chaya Berkovitch, mais quel rapport? J'appelle toutes les Berkovitch de Guillot, aucune. Non, elles ont répondu, elles m'ont dit, on n'a rien à voir, non. On n'a jamais demandé au rabbi une aide pour l'année de la construction.
Alors j'ai dit, alors je me dis, Chaya Berkovitch, ça doit être encore une petite secrétaire à New York là-bas. Et il y avait écrit Chaya Barkat, elle n'a rien compris, elle a écrit Chaya, c'est Chaya, et Barkat, c'est devenu Berkovitch. Allez, yallah, je te mets du Chaya Berkovitch. Alors j'ai dit, mais je ne peux pas encaisser le chèque, peut-être ça a eu le Chaya Berkovitch. Et j'ai téléphoné à Groner, il m'a dit, non, pour l'instant, prends le chèque, ça doit être une erreur. Le rabbi a demandé à ce qu'on t'envoie le chèque, donc prends-le. Alors je prends le chèque et je donne à mon propriétaire, le Rosh Yeshiva de Karlin Stolin. Je lui dis, voilà le dernier versement, je te paye avec, en plus, le chèque que le rabbi m'a envoyé. Il m'a dit, waouh, le rabbi t'a envoyé? Il m'a dit, tu crois que je vais le dépenser, je vais le mettre là, dans mon salon? Je dis, mais là, c'est $100 quand même. Il m'a dit, t'es fou, quoi, un chèque du rabbi, je le garde. Ouais, il a gardé le chèque, il n'a jamais encaissé, il n'a pas voulu l'encaisser. Bikitsu, il me dit, tu sais, c'est honteux. On a fait une grosse affaire et tout, vendu une maison et tout. Je vais te laisser les mezuzot. Et les mezuzot, c'est mon beau-frère, c'est un grand chassid, il est souffert, il a un ktav magnifique. C'est vraiment, je te les laisse. Alors, je dis, la carotte. Il me laisse les mezuzot et donc, quand il est parti, j'ai vérifié les mezuzot qu'il m'a laissés. Mais il y en a une de la chambre de ma fille que je n'ai pas pu enlever. Je ne peux pas l'enlever. Et il y avait la peinture et tout, donc on a vérifié tout sauf celle-là. Et quand j'ai eu ce problème que je ne pouvais pas acheter mon litre de lait à 4h l'après-midi, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Les bono! J'avais vidé toutes les boîtes de tzedaka, j'allais vendre mes chemises. Pardon? Un voisin, mais rien. Donc je dis à ma femme, tu sais quoi? Viens, on va sortir la maison. Donc, un coup de marteau, je casse le boîtier, je sors la mezouza, et je vois la mezouza passoul, une grande tache de peinture, avec qui était rentré dedans, il y avait écrit Velo yeh matar, il n'y aura pas de pluie. J'ai dit waouh! Je l'ai gardé d'ailleurs tellement c'est impressionnant. Vous voyez tout noir, Lo yeh matar, la peinture a mangé l'encre et il n'y aura pas de pluie. Je me suis dit, c'est voilà, Lo yeh matar, en plus dans la chambre de ma fille où il y a du lait. Donc je me dépêche. Je vais chez mon ami Youssef qui vend des mezuzot ici, je lui dis, vends-moi à crédit une mezouza. Il m'a dit, ouais, y a pas de problème, j'ai confiance en toi. Je lui dis, pour l'instant, je peux pas te payer, mais je mets la mezouza. Alors, je la mets. L'autre, je la mets de côté. Vous voyez pas que, une heure après, quelqu'un, il m'amène de l'argent. Le masloul a recommencé. Ça veut dire que vraiment, là, l'histoire du Rav Bentov qui te dit tout s'inscrit sur les mezuzot, c'est flagrant, c'est frappant. Celui qui ne veut pas y croire, c'est un idiot. Oui, il avait écrit Lo yeh matar, il n'y aura plus de pluie. Plus de parler ça, rien. Et je dis à ma femme, c'est pas possible, c'est une situation complètement ubuesque. Voilà, donc il faut faire très attention, c'est la morale de cette histoire, de ne pas d'avoir des comportements, nous, les enfants, les grands-parents, tous les gens quand ils viennent à la maison, avoir un comportement adéquat à la pièce dans laquelle il y a une mezouza. C'est pour ça qu'il vaut mieux, si tu as peur que des enfants se promènent en petite tenue ou qu'il y ait des choses pas propres, etc., il vaut mieux la cacher bien comme il faut. Dans des boîtiers plutôt que de la laisser avec il n'y a pas de respect. C'est pour ça que les séfarades, dans la tradition, parce qu'aujourd'hui ils ne respectent plus tellement, ils mettaient des caches, des jolis caches sur les mezuzot. Non, pas le boîtier, Ragil. Oui, des caches comme ça, des espèces de... Maintenant, ils ne le font plus, les gens. Ils trouvent ça un peu oriental ou ce que je sais. Mais c'était très pratique. Vous cachiez le
Le moitié, même le moitié, c'est-à-dire qu'il y a une pudeur obligatoire pour éviter que des ordures, des choses que... Donc il vaut mieux cacher la mezouza bien comme il faut, plutôt que de vouloir faire le hidour de voir le parchemin et qu'on ne se comporte pas bien là-bas. D'accord ? Et... bon, maintenant, pour ceux qui habitent dans un endroit où il y a des voyous ou des antisémites, si tu ne peux pas la mettre dehors, tu peux la mettre à l'intérieur sur le tefach, sur les 10 cm intérieurs de la porte intérieure. Ou alors, comme j'ai fait ici à la synagogue, de mettre dans le mur, à moins de 10 cm à l'intérieur du mur, pour éviter que les gens la cassent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions mezouzotiennes? Quand on est dans une marque, Pardon? quand on est dans une marque, une terrasse, et qu'on met la mezouza, c'est quand on doit rentrer à la maison qu'on met à la droite ou c'est ensemble? Voilà, c'est ça. En rentrant de la terrasse? Voilà, absolument. Toujours en rentrant dans la pièce. Voilà. Exactement. Même si la terrasse est grande et qu'on peut y habiter, qu'on peut faire plein de trucs dedans, c'est la maison qui justifie et pas la terrasse. Parce que la terrasse, il pleut des fois, donc on n'y va pas. Où il y a du soleil, on n'y va pas. Donc c'est pas vraiment l'essentiel. L'essentiel, c'est je rentre de la mirpesset dans la maison. Allez-y. Et c'était tout au début. Vous avez dit... Parlez plus fort si vous voulez qu'on vous entende. Non, et je veux qu'on vous entende, sinon les gens vont dire à quoi il répond. Vous avez dit au début, les mezuzot, il y a plusieurs types. Il y a les séfarades, les ashkénazes, harisal. Les écritures, oui. Ah, c'est seulement les écritures parce que les textes, il n'y a rien et c'est toujours le même. Ben, il ne manquerait plus que ça, que le texte soit différent. Il n'y a pas de judaïsme, il y en a qu'un. Oui, il y en a plein. Ah oui. Il y a plein de... Non, il n'y a pas plein de deux. Si vous posez toujours la même question, je vous ai répondu que non. Vous mélangez les coutumes particulières comme ça avec la Torah. Et quelle est la différence dans l'écriture? Ils écrivent en... Ah, parce que les séfarades, ils ont toujours gardé l'écriture, donc c'est une écriture qui ressemble plus à une écriture calligraphique. Les Ashkenazim, ils ont perdu l'écriture un certain temps, et donc ils ont repris le livre du Beth Yosef, qui explique comment on doit faire les lettres. Donc c'est une écriture plus gothique. Et le Harizal, il a fait un mélange des deux, etc. C'est des conceptions d'après les principes. Les principes. Je sais qu'un Aleph, ça doit être une barre transversale avec deux cornes. Le Bet, ça doit être l'image d'une baille, d'une maison. Le Gimel, c'est des allusions de la fameuse langue du temps de... Comment il s'appelait? De Hammurabi, du temps de l'écriture chaldéenne. D'accord? Ça a été transformé, transfiguré, etc. Il y en a qui disent, par exemple, le Rav Mordechai Eliyahu, il disait que un journal, voilà, vous prenez ça, à partir du moment où c'est écrit, si vous prenez un journal, vous prenez un journal Chiloni, qui a que des bêtises dedans, ou du Lachon Hara dedans, du fait que le Ktav, c'est un Ktav qui aurait été cachère, si j'avais écrit avec ça, je ne peux pas rentrer aux toilettes avec ça. Quand j'étais jeune, quand j'avais 17 ans, pour gagner de l'argent, je travaillais dans les chantiers. Dans les chantiers en plein hiver. À la Courneuve, je faisais des 25 étages de peinture dans le froid avec les Arabes et les Portugais. Et j'étais très bien payé. En plus, on était 2 ou 3 copains comme ça, on gagnait bien notre vie. Mais c'était un travail très dur, parce que 25 étages sous le froid à Paris... mais alors, comme on était employés, quoi, alors on prenait des journaux et on mettait par terre, pour pas salir
Et il y avait un patron, c'était un juif, un vieux comme ça, qui avait vécu en Israël. Il venait, il nous criait dessus. Et vous êtes des religieux, vous êtes des chionim, vous mettez les pieds sur les journaux. Alors on dit, mais monsieur, c'est pas des journaux religieux. Mais il dit, c'est de l'hébreu. Il embrassait les journaux. C'était Maariv, Idiot, Acharolot. On mettait par terre et pour lui, alors on se moquait de lui. Mais en vérité, d'après le Rav Mordechai Eliaou, il n'a pas tort. Le fait que tu écrives, même si c'est pas du Kodesh, comme c'est une écriture cachère, ça poserait problème. Ils disent, bon tiens, comme c'est des journaux idiots, je vais lire ça aux toilettes. Mais là, rentrer aux toilettes, c'est pas évident. Il y en a même des orthodoxes qui ne rentrent pas le papier toilette aux toilettes parce qu'il y a écrit Nia toilette. Ouais, ou alors Mifal Shabbat. Des shampoings, il y a écrit. Oui. Voilà, c'est ça. On n'en sort plus, quoi. Voilà, sur les étiquettes. Bon, Bekitsour, donc il y a des principes pour faire les lettres. Les séfarades, ils ont une tradition de tout le temps, donc c'est l'écriture la plus ancienne qui est. Les autres, ils ont adapté. Et il y avait un monsieur, il s'appelait le Rav Berry. Il s'appelait Berry. C'était un pilote, un converti au judaïsme, un pilote, et qui a eu la bonne idée de faire sauter la mosquée. Ouais, il a dit, je prends l'avion avec mon collègue à Tarot, l'aéroport de Tarot. En 30 secondes, on est au-dessus de l'Aqsa, on jette les bombes et on se sauve. Il voulait faire ça. Ouais. Pardon? Il s'appelait Berry. Ouais, mais alors évidemment, il s'est fait attraper par le Shabak. Yitzhak Shamir, ils l'ont jugé, il est écopé pour 3 ou 4 ans de prison. Ferme. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que, bon, c'est la petite histoire. Alors, le rabbi, il a crié là-dessus, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Même s'il a fait sauter la mosquée, de toute façon, il aurait tué des assassins, c'était que de Rabbanan s'il y avait quelques innocents. Ce n'est que de Rabbanan s'il y a quelques innocents. Tout le reste, c'est des terroristes. Donc il n'y avait rien de mal. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Le rabbi, il a crié, il a dit comment le gouvernement israélien l'a mis en prison, ce monsieur-là? C'est pas logique. Vous vous rendez compte un peu s'il avait réussi à faire sauter les 2 mosquées. Bekitsour, il a écopé de 2 ou 3 ans de prison. Et qu'est-ce qu'il a fait en prison? Il a inventé un ktav. Il était très, très religieux, quoi. C'est pas il est sophère, il a inventé un ktav. Ktav Berry, ça s'appelle. Et il a demandé à tous les rabbinim, ils ont dit, ben oui, c'est kasher, c'est un ktav kasher. Bon, il n'a pas de succès, parce que les gens, ils veulent du Séfarad, Ashkenaz ou Bet Yosef, ils veulent pas de l'original. Mais c'est dans les principes de la cacheroute. Vous avez compris? J'en ai des histoires à vous raconter, hein. Je pourrais écrire des livres. Ah oui, parce qu'avec le temps, ça va se perdre. Voilà. Parashat Korach. On va quand même faire un peu avant de vous renvoyer à la maison. Alors, Parashat Korach, si vous avez bien fait attention, toutes les parachutes de Bamidbar, c'est des parachutes très historiques. Hein, des choses qu'on retient à l'éternité, quoi. La Shonara de Myriam, le refus de rentrer en Israël, c'est des trucs, des clichés psychologiques qui restent tout le temps. Or, comment on dit ça? Le Korah, la paracha de Korah, vous auriez pu dire, on va pas revoir un scénario pareil tout le temps. D'accord? Surtout que Moshe Rabbeinu, il a prié pour que la terre s'ouvre. Ça veut dire que c'est l'avantage du Tanakh, que nous on n'a pas, c'est que dans le Tanakh, les réponses sont rapides. Adam Arishon fait le zouave, dans l'heure, Dieu lui dit tu vas être puni pour ça. Dans l'heure.
D'accord? Caïn y tue son frère, dans l'heure, hop, tu seras exilé. D'accord? Abimelech, il veut toucher Sarah, dans l'heure, il est paralysé, etc., etc. C'est intéressant. Korah, Moshe, il dit, je t'en supplie, trouve un système, sinon les gens ils vont dire que c'est moi qui ai inventé tout ça. Et Dieu il dit, pas de problème, tu as demandé quoi? Que la terre elle s'ouvre? Allez, ok, c'est bon. Et la terre elle s'ouvre. Donc tout le Tanakh il est fait quand même de situations où tu vois le bien et le mal, la punition et la récompense, c'est tchic-tchac. Alors que dans la galoute, dans laquelle on se trouve depuis 2000 ans jusque-là, c'est très très dur de voir le rapport de cause à effet entre ce que les gens font et la récompense et la punition. C'est très complexe. La galoute, elle exige une émouna énorme. Parce que tu peux avoir des gens qui font des bagarres, qui se disputent avec tout le monde, ils sont des korach diplômés, ça marche très bien. Ça marche très bien. Ils vont mourir tranquilles. Personne ne les appellera des korach. C'est ça le drame de la galoute. C'est que dans la galoute, vous n'avez aucune référence objective pour savoir où est le bien, où est le mal. C'est que la émouna qui déclenche tout. Parce que vous auriez dit, si aujourd'hui, voilà, la terre s'est ouverte à l'hôpital Sharet Tzedek, vous voyez, la terre s'ouvre comme Korach, dans la paracha de Korach. Alors, si vous aviez eu des gens qui font des marlocotes, qui étaient engloutis dans la terre, vous auriez dit, waouh, c'est vraiment paracha de Korach. Mais là, Stam, c'est des voitures de gens, on ne connaît pas, on ne sait pas. Alors c'est joli, ça fait Spielberg, de voir la terre s'ouvrir, et c'est joli le remède que ça tombe dans la même semaine, mais pas plus que ça. Celui qui a sa voiture en bas, il doit se poser des questions quand même. Il doit se dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi ma voiture est là en bas. Je sais que j'étais pas dans ma voiture. Ouais. Il va déjà dire au Hachem que je n'étais pas dedans. Quand sa voiture est en bas, celui qui a vu aussi. Vous dites, parce que vous êtes, encore une fois, vous êtes une croyante. Quand on est croyant, on a toujours tendance à mettre l'adresse, Ashgara Pratit, et comme ils disent les orthodoxes, il faut faire un cheshbon nefesh, il faut faire un calcul. En général, c'est pour les autres qui disent. Il faut que vous fassiez un cheshbon nefesh. Moi non, je suis bien, moi. Donc on voit bien qu'il y a ce réflexe. On a ce réflexe. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, de dire il faut savoir pourquoi. Maintenant, est-ce qu'on est habilité à savoir pourquoi? Pourquoi celui-là, la voiture, tombée en bas? Pourquoi? Ou alors maintenant, il y a eu le feu à Beth Shemesh. C'est lié avec le... Il y a eu le feu aussi dans la paracha. Etc., etc., etc. D'accord? Donc, nous, ce qu'on doit retenir dans cette histoire-là, d'accord? C'est ce que dit la Torah. L'otier que Korah... Il ne doit pas y avoir, il ne doit plus y avoir de Korach et sa clique. Ça veut dire, et là, tous les Mefarshim, ils disent, attends, mais c'est pas écrit dans la Torah, la mitzvah de ne pas être comme Korach. La mitzvah de Machloket, elle n'est écrite nulle part. Elle n'est pas écrite dans la Torah. Tu ne feras pas de Machloket. Bien qu'on dise, bien qu'on dise dans la Gemara, il transgresse une interdiction de la Torah. Mais il n'y a pas écrit. Il y a écrit, il ne faut pas qu'il y ait comme Korah et ses gens. Alors on demande, c'est bizarre. Tu me dis, il ne faut pas faire Vodazara, tu me dis, il ne faut pas manger du lait et de la viande, tu me dis, il ne faut pas manger des fourmis, des choses, tu me les dis claires. Pourquoi il n'y a pas écrit clairement un des 613 commandements, ne pas faire de marloquette?
Ne pas faire de marloquette. Quelle est votre réponse? Pardon? C'est tellement dans la nature humaine de faire des marloquettes, Dieu il ne demande pas un truc impossible, on serait toute la journée en train de devoir faire tout. Déjà dans la Gemara, il y a des marloquettes. Hein. Alors, quelle est la pointa? Alors en vérité, c'est pour ça que Pirkei Avot vous répond, ils vous disent, une marloquette qui est de Shem Shamaim, ça a le droit d'être. La Gemara, c'est que des marloquettes. Entre Hillel et Shammai, ça a le droit d'être. C'est pas parce que je fais une marloquette que je m'appelle Korach. Ça peut être une bonne chose. Je peux être en marloquette avec ma femme, avec mon père, avec mon rave, avec avec tel homme politique, avec tel... Comme vous avez dit tout à l'heure, un séfarade, il va dire « Ah, moi je veux que la halakha soit comme ça. » c'est marloquette. D'accord ? L'interdiction, et ça on ne peut pas te le dire, parce qu'en vérité c'est fin, l'interdiction c'est que ce soit une marloquette comme Korach. Et ça, comme vous avez dit, c'est très difficile à attraper. À quel moment je m'appelle marloquette de Korach, et à quel moment je m'appelle marloquette de Shem Shamaim? Il y a des gens, par exemple, que Dieu les bénisse, ils sont toujours contre le marloquette. Et à cause de ça, ils peuvent arriver à faire les pires choses. Ils ne veulent pas vexer leurs enfants, ils ne veulent pas vexer leurs parents, ils ne veulent pas vexer leurs voisins, et bien en vérité, ils vont vers la catastrophe. Au même titre que s'ils faisaient la marloquette. Donc c'est pour ça qu'on te dit, rappelle-toi, il y a Pinchas aussi. Pinchas, il n'a pas eu peur de faire plus que la marloquette. Il a carrément tué. Donc ça veut dire que c'est une discussion extrêmement difficile à suivre. Et tu dois avoir une grande humilité vis-à-vis de la marloquette. Il faut toujours t'introspecter pour dire, là je ne suis pas d'accord et je vais le dire. Mais est-ce que je le fais pour mes intérêts à moi? Est-ce que je le fais vraiment pour le bon Dieu? Est-ce que je le fais pour me faire valoir? Parce que il y a des gens comme ça qui veulent faire une marloquette pour exister. Ils veulent exister. C'est un problème de vouloir exister quand on est... Tu veux exister, alors apprends la peinture, apprends la musique, apprends la cuisine, exprime tes dons dans le bien. Donc c'est un problème d'introspection. On ne peut pas te dire ne fais pas de marloquette parce que c'est faux. Tu as le droit de faire des marloquettes. Par contre, si ton fils fait le zouave, tu ne vas pas lui dire mais c'est très bien mon fils, tu es un gentil garçon. Tu dois lui crier dessus. Il va dire mais quoi, de quel droit on n'a pas le droit d'être un autre ami? Mais tu dis non, on n'a pas le droit. Pas le droit. Mais alors, comment ça marche? Eh bien, quand tu auras l'intelligence de ton père, et la sagesse de ta mère, et l'expérience de ta grand-mère, tu verras que tu arriveras aux mêmes conclusions. Pour l'instant, je ne te laisse pas, je te dis non. Donc, ça veut dire que je ne dois pas dire « Ah, c'est pas grave, la marloquette, il faut éviter, il faut être une gante velours. » Non, c'est faux. Il ne faut pas être un béni oui-oui. Si tu es un béni oui-oui, tu rates tout. Tu rates tout, parce qu'en fait, les gens ne disent pas « Oh, quel amour du shalom, cette personne, c'est fabuleux. » C'est pas un amour du shalom, c'est de la faiblesse, c'est de la mollesse. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu as affaire à une présentation, une configuration où tu dois être pas d'accord ou d'accord, tu dois sous-peser la gravité de ce que j'ai à faire. Si j'interviens, il y aura plus de mal que de bien. Est-ce que les conséquences vont être... Des fois, vous laissez passer, après vous éclatez. Mais si vous aviez éclaté tout de suite, si vous avez tout de suite dit « Adkan, no way, on passe pas »,
la personne, elle aurait pris ça directement, ou elle se serait fâchée, et il y a des gens, comme dit quelqu'un que je connais très bien, il y a des gens, si tu ne te fâches pas avec eux maintenant, ça sera dans 15 jours. Il y a des gens, c'est pchita que tu vas finir par te disputer avec eux. Il n'y a pas de risque. Alors autant te disputer tout de suite, alors, en disant salut, Atkan. Vous avez compris? Donc, comme vous avez dit, c'est impossible qu'on ne fasse pas de marloquette. L'homme, il vit de la marloquette. Donc, dès que l'enfant il naît, il est en marloquette avec sa mère. Il veut le lait plus chaud, moins chaud, plus encore, il veut pas, là, il fait ça. Donc, l'essence même de l'individu, c'est d'être en marloquette avec ses conjoints. Pourquoi il y a eu des tas de gens qui sont partis sur les îles désertes, la solitude et tout, pour éviter tout ça. Ils ont dit, allez, laisse-moi tranquille, j'évite la marloquette, je vis tout seul. Mais tu n'as rien résolu. Tu n'as rien résolu parce que toute la vie, elle est un combat avec toi-même, vis-à-vis de la marloquette. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, si vous avez vu sa réaction, il dit pas « Ah bon, quoi, moi, qu'est-ce que je t'ai fait ?» Il parle pas. Il a réfléchi qu'il n'a rien à voir là-dedans. Et donc la marloquette, c'est Korach avec lui-même. Il tourne en rond avec lui-même. Il a un problème vis-à-vis de lui-même. C'est pas qu'il a un problème vis-à-vis de Moshe. Donc quand tu as affaire à quelqu'un qui fait une marloquette, tu dois dire, attends, est-ce que si je le remets à sa place, ça va lui faire de la peine pour rien? En fait, s'il a une marloquette, c'est peut-être qu'il l'a vis-à-vis de lui-même. Soit il s'est disputé avec sa femme, soit il s'est... soit il a, comme on a vu la semaine dernière, un petit school dans la vie, une aigreur de la vie. Et donc il a besoin de... Ah, je suis pas d'accord. Ok. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas être écrit « Tu ne feras pas de marloquette », parce que c'est une souglia, c'est un chapitre extrêmement complexe de la vie. Et toute la vie, elle est faite comme ça. Adam Arishon, il avait une marloquette avec sa femme. Il a une marloquette avec le bon Dieu. Mange le fruit ou ne mange pas le fruit. Caïn a une marloquette avec son frère. Donc on voit que toute la vie, elle est basée là-dessus. Toute la vie, elle est basée là-dessus. Donc toute la vie, elle doit être de moi, de réfléchir comment je dois me positionner vis-à-vis de la marloquette. Est-ce que je laisse courir? Je laisse passer? Est-ce que ça vaut pas le coup? Ça vaut vraiment pas le coup de se mettre en marloquette. Donc ça doit être, pour pouvoir régler ce problème-là, tu dois savoir qui tu es. Qui tu es. Quand tu sais qui tu es, comme a fait mon cher Rabbeinu, il est tombé sur sa face. Il est tombé sur sa face, il s'est levé, il a dit, moi j'ai rien à voir avec ça, moi. Ce qu'il me dit, ça me touche pas. C'est pas moi. J'ai rien demandé, moi. Donc, puisqu'il m'accuse, le problème, il est chez lui. Donc, tout de suite, tu dois garder la tête froide quand il y a une marloquette, te regarder toi-même si effectivement tu es impliqué dans la marloquette, si c'est justifié. Et deuxièmement, regarder l'autre. Où il en est. Peut-être que l'autre, il a besoin de crier à quelqu'un, il a besoin d'exprimer son mécontentement et c'est tombé sur toi. Il dit les Sfarim Akdoshim, ils disent, si quelqu'un te crie dessus, vient en marloquette sur toi, de façon tout à fait injustifiée, ça tient vraiment pas la route. C'est-à-dire, par exemple, c'est disproportionné, comme on dit. Oui. Vous êtes arrivé 2 minutes en retard, et il vous dit, je veux plus t'entendre, je veux plus te voir, je veux plus entendre parler de vous. Attends, mais il n'y a que 2 minutes, ça va, c'est pas 3 heures. Si c'est disproportionné, il y a des gens comme ça qui adorent le scandale. Vous l'avez renversé une goutte d'eau sur la jupe. Ah! Mais qu'est-ce que quoi? Oh, c'est une goutte d'eau.
J'ai eu peur. Si c'est disproportionné, donc vous dites, attends, reculons un peu. La pauvre, elle a un grave problème, s'est disputée avec son mari, ou son fils l'a énervé ce matin. D'accord? Donc, toujours, Marloquette, ça doit exiger observation personnelle et observation vis-à-vis de l'autre. Si l'autre, il est excusable à 100%, et donc il faut prendre les choses avec le sourire. Comme on dit en hébreu, liseront. Allez, cool, marche. Et c'est comme ça qu'on doit réagir tout de suite. Est-ce que moi je suis impliqué là-dedans? Donc ça doit être indispensable de réfléchir avec la tête et pas avec le cœur. Tout de suite. C'est la tête. Je suis impliqué là-dedans ou rien à voir. D'accord? L'autre matin à 7h30, je vais au super. 7h30, on n'est pas réveillé, on n'est pas en forme. Je lui donne un billet de 100 shekels, elle commence à me faire un scandale. Comme quoi, j'ai pas la monnaie. Mais j'ai dit, ne crie pas. Dis-moi, je n'ai pas la monnaie. Comme ça, je n'achèterai pas. Ou alors, je vais essayer de trouver de la monnaie. Et tu n'as pas besoin de faire un scandale à 7h30. Alors, elle m'a regardé comme ça. Après, elle a compris que c'était effectivement disproportionné vis-à-vis de mon avéra très grave de donner un billet de 100 shekels. À 7h30 du matin. Ben oui. Ah ouais, il n'y a pas de monnaie encore. Ils vont mieux avoir des billets de 100 shekels que des billets que des pièces de 10 agourot. D'accord? Donc, Bekisso, tout de suite, vous positionnez en disant, moi, j'ai rien à voir là-dedans, je suis pas impliqué là-dedans. Maintenant, la personne en face, pourquoi elle s'énerve? Pourquoi elle me met en marloquette? Alors, tout de suite, on dit dans les Sfarim, si tu te tais, si tu acceptes la chose avec le sourire et la bonne humeur, on te dit, il y a une grande bracha qui va t'arriver juste après. Il y a un shefa de bracha qui va te descendre juste après. Par le silence que tu as eu. Parce que c'est pas pour toi, c'était pas toi, ça n'a rien à voir. Que tu vas te justifier, tu vas commencer à te bagarrer, tu vas répondre du tac au tac. Comme on voit d'ailleurs dans la vie. Si tu réponds, ça veut dire que tu es au niveau de la personne en face. Ça énerve, mais si tu ne réponds pas non plus, ça Pardon? énerve. Si tu ne réponds pas à la personne en face, parfois ça l'énerve encore plus. Eh ben, très bien. Eh ben, Il vaut mieux que ce soit elle qui soit. si je ne suis pas obligé de faire plaisir à tout le monde. Si elle s'énerve pour rien, it's not my problem, it's hers. Voilà. Donc, ces parchiotes-là, on en a besoin pendant les Shabbatot de l'été parce que justement, c'est toutes les clés psychologiques des caractères humains qui défilent devant nous. Tout le Sefer Bamidbar, il est fait de ça. De clics.